et je vous dis bonjour, là où vous êtes. En fait, une question m'est toujours revenue dans la tête. Est-ce qu'il existe aujourd'hui en France, ou même par les passés, une forme de discrimination, une forme d'inégalité dans l'orientation scolaire des enfants issus de la diaspora, donc des enfants issus de l'immigration? Est-ce qu'il existe cette forme d'inégalité en termes d'accès scolaire, en termes d'orientation post-scolaire? C'est sur cette question-là que nous allons essayer de discuter aujourd'hui avec un invité que je suis allé vous chercher très loin. Il s'agit de M. Thierry Cabange. Nous allons débattre avec lui, nous allons nous entretenir sur l'orientation scolaire et même post-scolaire des enfants issus de l'immigration en France. Thierry Cabange, bonjour. Bonjour tout ça. Bonjour. Je te dis merci parce que tu as accepté de répondre favorablement à mon invitation. Aujourd'hui, je voulais juste te poser d'abord une seule question. Comment est organisé le système scolaire en France? Le système scolaire en France est très simple. Je dirais il est très simple parce qu'il est subdivisé en plusieurs niveaux, plusieurs sections. C'est vrai que lorsqu'une personne vient d'un système non francophone, par exemple les personnes qui viennent des pays à système belge ou autre, ça peut paraître assez complexe à comprendre. Mais une fois qu'on y est, ça devient beaucoup plus simple. Je résumerai les choses de la simple manière. Il y a d'abord le système, il y a d'abord le niveau qui commence à partir des 3 ans, c'est-à-dire lorsqu'un enfant accède à l'école maternelle, c'est appelé la petite section. Donc c'est à l'âge de 3 ans. Une fois qu'il passe à au niveau supérieur, ce qu'on appelle la moyenne section. Donc c'est l'équivalent de l'école maternelle, hein? Donc dans les systèmes, pour ceux qui viennent du système belge en fait. Oui, bien sûr, c'est l'école maternelle, mais qui porte différentes appellations selon l'âge de l'enfant. Donc 3 ans, c'est la petite section, 4 ans, c'est la moyenne section, et 5 ans, c'est la grande section. Une fois que l'enfant atteint ses 6 ans, il va à l'école primaire et dès les 6 ans, le niveau est appelé le CP. Et après le CP, il y a 2 niveaux suivants qui sont appelés CE1 et CE2. Qui correspondent un peu au niveau de, je dirais, de 2e et 3e primaire. D'accord. Voilà. Une fois franchi ce palier-là, l'enfant se retrouve, je dirais, au dernier palier, appelé le CM1 et CM2, qui sont les 2 dernières années du niveau primaire. Donc il faut dire que l'école primaire en France, c'est limite à 5 ans, donc en 5 ans. Ce qui n'est pas, à la différence du système belge, par exemple au Congo, où en primaire, l'enfant va jusqu'en 6e et aujourd'hui en 7e. Exactement ça. La différence entre le système belge et le système français, c'est que dans le système belge, l'école primaire se fait en 6 ans, alors que dans le système français, ça se passe en 5 ans. D'accord. Voilà. Une fois qu'il a franchi le palier primaire, il atteint le niveau secondaire. Donc le niveau secondaire est subdivisé en 2 étapes. La première étape, c'est l'étape du collège qui dure 4 ans. Donc à partir d'environ 11 ans, l'élève atteint la 6e qui va jusqu'en 3e. Donc au lieu d'aller dans l'ordre croissant, ça va dans l'ordre décroissant. Ce qui peut aussi susciter, je dirais, une incompréhension pour ceux qui ne sont pas habitués à ce système. Donc de la 6e, on évolue en 5e, et ensuite en 4e, jusqu'à ce qu'on atteint la 3e, l'année de l'obtention du brevet. Donc là, c'est ce qui concerne le collège. On est toujours dans le système secondaire. Donc la fin du système, du premier cycle secondaire est sanctionnée par l'obtention d'un brevet. D'un brevet national. D'un brevet national en 3e. Oui. D'accord. Et après le collège, il y a le lycée
qui est disons la dernière étape, qui correspond un peu, je dirais, aux humanités. Ok. Aux humanités. Le lycée qui se déroule en 3 ans. Il y a la seconde, la première et l'année de terminale. D'accord. Voilà un peu. Ok. Et tout ça boucle le système. Je dirais le niveau secondaire, vous vous rappelez, j'avais divisé le niveau secondaire en 2 étapes, à savoir le collège et le lycée. Donc, arrivé au niveau de 3e, l'enfant devra faire un choix, n'est-ce pas? Ou c'est l'enfant qui fait les choix, c'est les parents ou c'est l'école. C'est ce qu'on appelle l'orientation, en fait. On doit, n'est-ce pas, suivre une filière. Il y a 3 filières, n'est-ce pas? D'une manière générale, l'orientation se fait en 3e et dès la classe de 4e, dès le niveau de 4e, il y a ce qu'on appelle la préorientation. C'est-à-dire que l'établissement de concert avec les familles propose, je dirais que c'est l'établissement avec l'ensemble de l'équipe pédagogique, propose une orientation à un élève en vue de ses résultats, qui doivent être en adéquation avec son projet, ses ambitions, ses aspirations. Et si la famille peut accepter la suggestion de l'établissement, comme elle peut aussi passer en appel. Donc il y a une commission d'appel. Ça, ce qui se passe au niveau de la 3e. Mais comme je l'ai dit, au niveau de la 4e, il y a déjà une préorientation. C'est-à-dire que l'établissement dit par exemple, au vu des résultats de votre enfant, nous pensons qu'il pourrait s'orienter vers une filière professionnelle, vers une filière générale ou une filière technologique. Donc, et c'est au 3e que le choix se concrétise. Donc c'est là vraiment qu'on décide que l'enfant ira dans telle filière ou une autre. Mais c'est qui décide? C'est l'établissement en concertation avec les familles. Mais les familles ne sont pas obligées de suivre le vœu ou encore le conseil, la suggestion de l'ensemble de l'équipe pédagogique. C'est pour ça que j'ai parlé d'une commission d'appel. Si la famille estime que nous n'est pas d'accord avec ce que vous nous proposez, elle peut aller en appel. Mais généralement, il y a peu de chances que la commission d'appel puisse interjecter l'avis du conseil de classe et l'avis du conseil de l'équipe pédagogique qui a suivi l'enfant depuis généralement le début de sa scolarité au collège, donc au 6e, 5e, 4e et en 3e. Ah, d'accord. Mais au vu de tout ça, comment on peut expliquer aujourd'hui que le fait que la plupart des enfants de l'immigration, donc on le voit dans la cité, et tout, la plupart des enfants issus de l'immigration sont dans la filière professionnelle. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que tous ces enfants ne s'appliquent pas bien, de sorte que l'équipe pédagogique puisse aller à décider que l'enfant puisse aller sur la filière professionnelle plutôt que la filière générale, qui va finalement lui ouvrir des voies, ou c'est une forme de négligence au niveau de l'enfant ou au niveau de la famille? Comment ça se passe? Comment on peut expliquer cette forme d'inégalité? D'autre part, on dira aussi que quand on voit, il y a des statistiques qui existent qui démontrent très bien que, à contrario de ce que je suis en train de dire, les familles, les enfants issus des familles d'origine française, hein, ou des familles dont les parents sont nés en France, ces enfants sont moins orientés vers les professionnels. Comment on peut, n'est-ce pas, comprendre cet état des choses? Question très intéressante, mais je dirais, qui n'a pas qu'une seule réponse. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer un peu ce constat-là, de voir un peu les enfants issus de la diaspora ou de l'immigration d'une manière générale, qui se retrouvent souvent dans des filières peu ambitieuses ou voilà, qui ne sont pas dans la crème, comme on dit, la crème de la crème. Exactement. Alors, l'un des facteurs, l'une des raisons qui pourrait expliquer un peu je dirais ce décalage-là, cette différenciation-là, c'est au niveau de l'encadrement. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par au niveau de l'encadrement? C'est-à-dire que les familles ont un rôle primordial à jouer pour orienter, pour encadrer leurs enfants. Parce que l'orientation ne se décide pas en 3e ou en 4e. Elle se décide bien en amont.
Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que une famille qui a pris l'habitude de suivre la scolarité de son enfant, c'est-à-dire de le pousser à donner du meilleur de lui-même, parce il faut dire que ça ne veut pas dire que les enfants de souche européenne, comme on le dit souvent, sont plus intelligents que les enfants issus de l'immigration. Loin de là. Mais c'est juste au niveau de l'encadrement que parfois on voit des différences. Par exemple, je veux donner l'exemple d'une famille lambda qui prend le temps de suivre son enfant, de suivre sa scolarité dès l'école primaire même, de l'accompagner dans ses devoirs, de l'aider à pouvoir bien apprendre ses leçons, et d'une famille qui laisse un peu l'enfant se débrouiller ou ne le suit pas, ne l'accompagne pas dans sa scolarité, ne s'intéresse pas à ses résultats scolaires, eh bien, ça va se répercuter même au niveau collège. Et parce que l'équipe pédagogique, le conseil de classe, l'établissement prend en compte les résultats scolaires avant d'orienter un enfant, cela se fait voir même dans le choix le choix final, la décision finale d'orientation. Et un autre facteur aussi, donc là, l'un des premiers facteurs, c'est au niveau de l'encadrement, mais c'est aussi au niveau de l'ambition de l'élève lui-même. Si un élève ne se voit pas, par exemple, faire des études supérieures approfondies pour devenir ingénieur, pour devenir médecin, pour devenir enseignant, pour devenir professeur, pour devenir ceci ou cela, il se voit limité à faire des petits boulots, même bien qu'il n'existe pas de son métier. Mais que voulez-vous, à qui la faute? Donc, il y a l'encadrement familial, mais il y a également aussi l'ambition. Mais tout cela revient à l'encadrement. Des parents qui ont l'habitude de challenger leurs enfants pour leur dire que toi, tu es le meilleur, tu seras quelqu'un de grand, tu réussiras dans la vie. Des parents qui ne le font pas, au contraire, qui rabaissent leurs enfants en leur disant que toi, tu n'es bon à rien. Cela aura un impact même dans le choix d'orientation de leurs enfants dans le futur. Donc, d'après ce que je comprends, Thierry, c'est que l'orientation des enfants, de l'orientation scolaire de nos enfants, dépend en grande partie de ce que nous faisons d'eux à la maison, de l'éducation que nous donnons à la maison. C'est vrai que l'école, les enfants vont à l'école pour apprendre, mais le plus grand apprentissage qu'un enfant peut avoir, c'est déjà au niveau de la maison, d'après ce que j'ai compris, hein, par ce que tu viens de développer. Donc, c'est les parents à la maison qui ont le rôle, n'est-ce pas, d'accompagner leurs enfants dans leurs devoirs scolaires, dans tout ce qui est tâches scolaires, en expliquant à l'enfant par rapport à ses difficultés, je ne sais pas moi, en mathématiques ou en géographie, essayer d'expliquer à l'enfant, essayer de rendre ses études, si je peux dire, comestible, hein, pour que l'enfant ne puisse pas se décourager par après, décrocher, parce qu'il faut dire qu'il existe quand même un taux assez important du décrochage scolaire dans les groupes des enfants issus de l'immigration. Paradoxalement, hein, d'après les études qu'on a lues, c'est que les enfants qui viennent de l'immigration aussi, mais de l'immigration asiatique, sont beaucoup plus, comment dire, ils ont un taux de pénétration ou un taux d'obtention, par exemple, du bac très très important, qui dépasse même celui des Français d'origine. Donc, aujourd'hui, moi je me dis, comment est-ce que je peux expliquer? Parce que les Asiatiques, enfin les immigrés venant de l'Asie, c'est aussi des immigrés. Comme les Africains d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb. Mais eux, par contre, leurs enfants sont beaucoup plus élevés, vont beaucoup plus loin dans leurs études au niveau, en France, plutôt que les autres enfants. Comment peut-on expliquer ça? Est-ce que c'est un problème biologique, morphologique, ou un problème d'éducation, ou un problème de discipline, en fait? Voilà, donc... Oui, le point que tu soulèves est pertinent. Mais ce que je pourrais rajouter, c'est que il y a un adage qui dit que un peuple sans vision est un peuple sans frein. C'est-à-dire que lorsque je n'ai pas de vision, il serait difficile même de m'orienter. Parce que je ne sais pas où je veux aller.
tout dépend de ce qu'on a pu construire dans l'enfant même. C'est-à-dire en termes de valeurs, en termes d'ambition, en termes de projet, en termes de projection. Comment tu te vois? Parce que si j'ai appris à dire à mon enfant que toi, tu seras quelqu'un de grand, tu seras quelqu'un qui va réussir, tu seras quelqu'un d'important dans la société, l'enfant va intérioriser aussi cette manière de penser, et plus tard, lorsqu'il aura à faire son choix, il fera un choix pour devenir ceci ou cela. Et comme je l'ai dit, pour l'orientation dépend aussi des résultats. L'enfant qui a une ambition de devenir, par exemple, médecin ou ingénieur, va payer le prix, va se donner la peine de pouvoir obtenir des résultats qui lui permettront de choisir telle filière. Bien entendu, il y a aussi les conditions, j'ai parlé tantôt des conditions d'encadrement, mais aussi des conditions sociales. C'est vrai que pour une famille aisée, pour un enfant vivant dans un cadre aisé, favorisé, il aura plus d'avantages parce qu'il aura peut-être un ordinateur à lui, il aura peut-être une salle à lui où il peut travailler calmement, réviser, être accompagné parfois par ses parents qui ont du temps pour lui, par rapport à un enfant qui vit dans un milieu défavorisé, qui n'aura pas tous ces avantages. Mais ce n'est pas une excuse, parce que si on doit se limiter sur cela, on ne fera rien. Donc c'est vrai que certains enfants ont un avantage de par leurs conditions, de par leur famille, mais cela ne doit pas être un frein, un obstacle pour les enfants qui n'ont pas tous ces avantages, parce que même en étant dépourvu de ces avantages, il y a moyen de pouvoir challenger ces enfants pour leur dire que voilà, quelles sont tes ambitions, qu'est-ce que tu dois devenir quelqu'un d'important, tu dois devenir quelqu'un de talentueux, de brillant dans la société. Donc la différence avec les enfants issus de l'immigration sous d'autres cieux, tu as cité le cas de l'Asie, c'est que déjà les parents ont cet ADN de la diligence, du travail, de l'effort qu'ils inculquent à leurs enfants dès le bas âge, et ça se voit dans les résultats. Et une fois que les résultats sont probants, l'orientation aussi devient un peu plus facile. Voilà. Après, il y a aussi le système, et bon, ça c'est encore une autre paire de manches. Oui, justement, parlons du système avant d'évoluer sur d'autres aspects. Parlons du système. Il est vrai, on vient de le démontrer ici, que voilà, les premiers obstacles, c'est d'abord nous-mêmes les parents, donc issus de l'immigration. Nous devons accorder de l'importance à l'encadrement, à l'accompagnement, n'est-ce pas, de nos enfants par rapport à leur scolarité. Donc c'est très important parce qu'il est prouvé par des statistiques que la plupart des familles issues de l'immigration qui sont venues de l'Afrique, du groupe de l'Afrique subsaharienne et Maghreb, sont des familles généralement monoparentales. Donc du coup, l'enfant se retrouve avec un seul des parents, et c'est ce seul parent qui doit s'occuper de sa vie. Donc il doit aller au travail pour l'entretenir, donc pour voir à son entretien, et il doit aussi l'accompagner dans sa scolarité. Et du coup ça devient un tout petit peu encombrant, ça devient un tout peu trop de tâches à faire pour la maman qui doit elle seule s'occuper de tous ces aspects. Donc c'est aussi un des facteurs qu'on peut mettre sous le compte de ces phénomènes. Mais aussi, nous n'allons pas quand même nier qu'il peut exister des inégalités qui peuvent provenir de l'institution. Oui, effectivement, parce que cela a été démontré, et même le président de la République française, Emmanuel Macron, a il y a quelque temps décidé de supprimer l'ENA, l'École nationale de l'administration, qui est une école, ou qui fut une école prestigieuse pour les hauts cadres de l'administration française. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que cette école favorisait, je dirais, certains élites, certains enfants venant de certains milieux, au détriment de ceux peut-être qui n'avaient pas eu le même parcours ou qui n'avaient pas le même statut social. Donc, en vue de gommer un peu ces inégalités-là, il a été décidé que la nouvelle école qui allait remplacer l'ENA allait avoir un taux
de représentation, de représentativité pour permettre aux enfants issus de milieux défavorisés d'avoir cette chance-là d'accéder à des hautes études, des études prestigieuses, en vue d'occuper aussi des postes de prestige, des postes de hauts fonctionnaires dans l'administration de l'État. Mais je ne sais pas si c'est réellement suffisant, cette mesure. Bon, bien entendu, on la salue. Mais ce que je pourrais dire, c'est que il y a le système, bien entendu, comme on l'a évoqué, mais est-ce que ça doit être... Parce que le système, il est ancien, hein, il faut le dire. Il est ancien, donc il doit subir les coûts de l'évolution, de l'actualisation. Hein, voilà, donc c'est à juste titre que tu viens de citer la mesure, donc la décision du président Macron de pouvoir réorganiser l'ENA de manière à ce que les enfants issus des familles défavorisées puissent aussi avoir droit au chapitre. Donc, je pourrais rajouter à cela que, nonobstant le système parfois qui ne donne pas la chance à tout le monde, cela ne devrait pas être un obstacle. Ça, c'est vrai. Pour ces enfants issus des milieux défavorisés de ne pas oser, de ne pas rêver grand. Parce qu'on a connu des personnes qui ont connu des obstacles de différentes une natures. enfance peut-être difficile, qui ont grandi dans la pauvreté, mais qui aujourd'hui sont devenues des personnes importantes. C'est juste pour nous encourager vraiment à ne pas nous limiter à notre condition présente, mais avoir une vision d'excellence, la vision d'excellence, la vision de se dire que le meilleur ne sera pas, mon avenir ne sera pas conjugué à mon présent. Et cela est possible. D'accord. Autre aspect, comment aujourd'hui s'organisent les filières d'orientation en fait? Quelles sont, à l'issue de ces études en troisième de l'enfant, quelles sont les filières qu'on lui présente en fait? Il se présente comment? Parce que je sais qu'il y a des filières générales, filières professionnelles et technologiques. Mais bon, c'est quoi la filière la plus prometteuse pour un enfant qui a suivi son cursus normal et qui est plus ou moins brillant? Et voilà. C'est quoi la filière que toi, en tant que professionnel du domaine de l'éducation, tu peux, par exemple, conseiller à un enfant de la diaspora? Tout dépend de ses dons, de ses talents, de ses ambitions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à privilégier la filière générale parce que c'est une filière qui offre la voie à des études universitaires telles que la médecine, le droit, ainsi de suite. Mais les filières autres telles que la filière professionnelle ou technologique ne sont pas moins importantes dans le sens où aujourd'hui, il y a certains qui s'orientent vers des domaines de commerce ou peut-être d'ouvriers, d'artisanat, qui sont aussi nécessaires dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, tout dépend de l'ambition. Et ce que je dis souvent à mes élèves, tout dépend de ce que vous voulez faire. Le plus important, ce n'est pas forcément ce que vos parents vous disent, parce qu'aujourd'hui, souvent, les parents ont tendance à vouloir imposer à leurs enfants leur choix d'orientation, soit parce qu'ils se disent que mon fils devrait absolument être ingénieur, médecin, avocat, ceci ou cela. Parfois, c'est en inadéquation avec les rêves les plus profonds, les aspirations de leurs enfants. Les parents ont tendance à projeter leurs échecs sur les enfants. Oui, donc c'est comme s'ils essaient de rattraper ce qu'ils auraient voulu être sur leurs enfants. Alors que un enfant n'est pas forcément obligé de suivre la filière ou le choix de son père, parce qu'on est tous différents. C'est pas parce que mon père a été ceci ou cela que moi je dois l'être. Il faut tenir compte des aspirations les plus profondes des enfants. Et ce que moi je dis souvent aux élèves que j'encadre, que je suis, regardez quelles sont vos aspirations, regardez ce que vous aimez faire naturellement, regardez quels sont vos rêves les plus profonds que vous avez même depuis que vous avez 4-5 ans. Comment vous voyez quels sont les rêves auxquels vous aspirez lorsque vous avez 4-5 ans? Peut-être pour certains, c'était je veux être policier, peut-être je veux être plombier, je veux être avocat, je veux être ceci ou cela. Regardez, mesurez vos battements de cœur.
qu'est-ce qui bat le plus en vous? Quelles sont vos aptitudes naturelles? Qu'est-ce que vous aimez faire naturellement, sans forcer les choses? Ce sont des points, ce sont des indices qui peuvent vous orienter sur votre filière, sur votre vocation. Parce que réussir dans sa vie, c'est aussi parfois, je dirais, une gestion de vocation. Ah oui. Et malheureusement, Absolument. bien entendu, souvent les gens se retrouvent dans des choix par défaut. Auxquels ils n'aspiraient pas, des choix qui ont été imposés ou peut-être des choses qu'ils ont choisies parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Oui, c'est vrai ce que vous dites, hein, parce que moi, personnellement, j'ai vécu cette situation. C'est vrai que moi, c'était en Afrique. J'ai connu cette problématique, donc ces problèmes d'orientation scolaire. Je me souviens quand j'étais à l'époque au Congo, c'était en deuxième CO. Donc, en deuxième CO, il fallait passer en troisième. J'avais des très belles notes en tout ce qui est littéraire, hein, donc français, sciences, technologie, un truc comme ça. Mais j'étais très faible en mathématiques. Vous voyez? Alors, puisque dans mon école, là où j'ai étudié, c'était une école catholique, il n'y avait que la section scientifique et commerciale. Mon père, pour lui, il fallait que je fasse la section scientifique, maths, physique. Vous voyez? Donc, alors que j'étais faible. Alors, ça a amené un grand débat. C'était vraiment un grand conflit entre moi et mon père à l'époque. Je ne voulais pas, mais il s'est imposé en tant que papa. Je suis parti, j'ai accepté, je suis parti. Mais c'était c'était vraiment la régression, quoi. J'ai pas pu, la première année, c'est pour la première fois d'ailleurs dans ma vie, j'avais redoublé la troisième. Et je suis passé en quatrième très difficilement. Parce que je n'arrivais pas à me retrouver, quoi, dans cette filière scientifique en maths physique, alors que moi j'étais plutôt littéraire, tu vois. Donc ce qui fait que pour la fin, ironie du sort en tout cas, quand je suis arrivé en cinquième, là j'étais déjà à Kinshasa. En cinquième, j'ai quand même continué en scientifique, mais vers la fin, je suis allé préparer l'autodidacte sans que les parents ne les sachent. Bon, je ne demande pas aux enfants de suivre, hein. Sans que les parents ne les sachent, je suis allé préparer les examens d'État en tant qu'autodidacte. Là, j'étais encore en cinquième, en tant qu'autodidacte, mais ironie du sort, dans quelle option? J'étais dans la filière pédagogique. Vous voyez? Et là, j'ai pu avoir mon diplôme d'État. Et de là, j'ai basculé, j'ai pris une inscription à la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Et là, j'étais parmi les... J'ai toujours eu des très très belles notes. Je ne dirais pas que j'étais parmi les meilleurs étudiants, hein, mais en tout cas, j'ai toujours eu des très belles notes en droit et j'ai fini aujourd'hui, je suis juriste, voilà, voilà. Donc, c'est pour dire que cette problématique d'orientation, c'est un problème très sérieux. Il faut savoir parfois écouter les enfants, savoir ce qu'ils veulent, ne pas toujours chercher à imposer sa volonté sur l'enfant parce que ça peut avoir des répercussions tellement négatives sur son avenir et sur sa vie. Et c'est là que les parents ont un rôle très prépondérant à jouer dans l'orientation de leurs enfants. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, il faudrait que les parents apprennent à observer leurs enfants. Quelles sont leurs aptitudes? Quelles sont leurs capacités? À quoi ils aiment souvent s'identifier? De quoi parlent-ils souvent? Il est très important qu'un parent puisse orienter un enfant selon ce qu'il a pu observer, selon ses aspirations, selon ses capacités. Et lorsque l'accompagnement se fait, en tout cas selon les aptitudes naturelles de l'enfant, plus tard, l'enfant choisira une filière où il sera, je ne dirais pas le meilleur, mais où il sera épanoui, où il pourra donner le meilleur de lui-même parce que ça sera quelque chose qu'il aura en lui de manière innée, qu'il aura de manière naturelle. Et pour revenir à l'orientation scolaire, c'est vrai que parfois les parents aussi sont désemparés, ne savent pas quel choix, comment orienter leurs enfants. Ils ont peut-être identifié certaines aptitudes, certains talents, certains... Des parents, je dirais l'exemple, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, des parents qui viennent par exemple des pays à système belge. Ils auront tous les mal à comprendre comment ça se passe. Et outre cela, il y a aussi des parents qui n'ont
pas fréquenté les bancs des écoles, qui n'ont pas été aux études, hein, donc qui ne comprennent pas grand-chose de tout ce qui est, tout ce qu'on peut proposer à son enfant. Donc tout ça aussi, on doit prendre ça en compte en fait. Effectivement, d'où l'importance de pouvoir se renseigner. Ne restez pas dans votre bulle, dans vos quatre coins de mur. Renseignez-vous. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de documentation sur Internet. Il existe aujourd'hui plusieurs ateliers qui donnent des conseils aux adolescents sur leurs orientations. Moi, par exemple, dans mon établissement, je travaille sur une plateforme qui s'appelle Impala, qui est une plateforme très riche, qui aide les enfants à s'orienter en leur présentant plusieurs fiches de métier. Comment pouvoir, par exemple, devenir pâtissier, comment devenir ingénieur, comment devenir pilote d'aviation, comment devenir technicien, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une large panoplie de divers métiers et où là, on explique en quoi ça consiste aussi et comment, quel cheminement, quelle procédure suivre pour atteindre cet objectif, pour devenir ceci ou cela. Donc, c'est... Un autre aspect des choses qu'on doit évoquer ici, c'est l'aspect des inégalités par rapport au sexe. Donc, les inégalités par rapport au genre. Il est prouvé que la plupart des enfants, dans les groupes des enfants issus de la diaspora, donc de l'immigration, les filles ont des meilleures notes que les garçons. Okay? Donc les filles arrivent facilement à décrocher, à obtenir leur bac, plutôt que les garçons, il y a un taux très élevé de décrochage et des problèmes, disons, par rapport à leur cursus universitaire. Alors que les filles, leur cursus, je voulais dire scolaire, alors que les filles poursuivent un tout petit peu normalement leur cursus et ils arrivent à obtenir leur diplôme. Comment on peut expliquer ces phénomènes? Je vais te faire rire, mais ça ne touche pas que les enfants issus de la diaspora. D'une manière générale, les filles ont des meilleurs résultats scolaires, je dis bien scolaires, que les garçons. C'est sans doute lié aussi... Il y a plusieurs facteurs qui pourraient expliquer ce phénomène, mais il y a le phénomène de la puberté. Les filles, et ça c'est prouvé scientifiquement, deviennent un peu plus, je dirais, un peu plus matures avant les garçons. C'est l'une des explications, mais peut-être pas la seule. Donc, voilà. D'une manière générale, les filles travaillent. En tout cas, en matière scolaire, elles ont des meilleurs résultats. Les garçons se rattrapent parfois un peu plus tard. On l'observe parfois au niveau supérieur, ainsi de suite. En fait, il y a aussi une autre forme d'inégalité, c'est par rapport au niveau social. Je ne sais pas si on en a déjà parlé. Il a été prouvé que les enfants qui viennent des milieux très défavorisés, donc des milieux pauvres, ont du mal à suivre leur cursus scolaire, plutôt que les enfants qui viennent des milieux favorisés. Voilà, donc comment on peut faire ces liens entre pauvreté et accès à l'école, alors qu'ici l'école est gratuite, donc l'enseignement est gratuit, il faut le dire. Donc, mais il y a quand même un lien, bien que les études soient gratuites au niveau primaire et secondaire, mais il existe ces liens-là, je continue à insister, entre la pauvreté de la famille, l'origine de la famille et l'accès à la scolarité ou l'émergence de la scolarité de l'enfant. Une chose à savoir, c'est que l'instruction est obligatoire en France jusqu'à 16 ans. Mais l'école n'est pas obligatoire. Il y a une nuance. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Donc, ce qui nous emmène à dire que très souvent, les enfants issus de milieux défavorisés, bon, pas tous, mais moi j'en ai connu quelques-uns, donc je parle par expérience, qui au bout de leur saison se sont retrouvés là, sans cursus scolaire, désœuvrés. Pourquoi? Tout simplement parce que peut-être ils ont vu leurs parents ne pas aller loin dans les études, ou peut-être se dire,
À 16 ans, pourquoi encore aller faire des études approfondies alors que d'ici là, bon, c'est vrai qu'à 16 ans, certains peuvent avoir certains types de métiers, bien que c'est à partir de 18 ans, l'âge de la majorité, qu'on travaille. Donc, il y a tout ça un peu. Et comme on l'a dit précédemment, je pense que je l'avais souligné, l'encadrement des parents est très important, très primordial. Donc, un enfant qui se sait suivi, accompagné par des enfants, aura souvent des meilleurs résultats. Mais aussi le cadre de vie. Un enfant qui a une chambre à lui, par exemple, ou un ordinateur, une tablette à sa disposition, avec une bonne connexion Internet, aura généralement des meilleurs résultats qu'un enfant qui est dépourvu de tous ces moyens. Donc, il y a aussi les moyens que dont les enfants disposent, l'accès à la bibliothèque, les voyages aussi, parce que les voyages sont une source également d'enrichissement de la culture, d'apprentissage. C'est un ensemble de tout, en fait, qui font que certains se retrouvent démunis et d'autres se retrouvent mieux outillés, mieux accompagnés, mieux équipés dans la réussite scolaire. Ce sujet est très intéressant. Pour comprendre l'ampleur, l'importance de ces sujets, il faut se projeter, par exemple, au niveau de la société française, en fait. Voir quelle est la part, n'est-ce pas, des personnalités issues de la diaspora dans la haute société française. Vous comprendrez en fait que effectivement ces phénomènes-là ne viennent pas de là, ça vient de l'orientation scolaire. Parce qu'un enfant qui n'a pas été bien orienté, qui n'a pas bien suivi son cursus, par exemple général, dont il avait les atouts, il n'a pas suivi le cursus général, ne pourrait pas aller, par exemple, dans des grandes écoles pour pouvoir prétendre un jour venir diriger ou être cadre directeur, cadre, grand manager dans une entreprise publique ou privée française. Vous voyez? Donc, tout ça, ça a des répercussions. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce dont on est en train de parler, les enfants issus, par exemple, de la diaspora asiatique, aujourd'hui, on les voit, même à Londres, en Angleterre, on voit, c'est des grands boss, c'est des gens qui dirigent beaucoup d'entreprises, c'est des grands entrepreneurs, voilà. Donc, c'est cet aspect de choses-là que nous devons inculquer dans nos enfants, sur nos enfants, dans nos familles, dans notre entourage, pour faire en sorte que les choses puissent changer. Si nous voulons à ce que la diaspora africaine puisse se retrouver aussi un jour, les enfants issus de la diaspora africaine, je voulais dire, puissent se retrouver aussi un jour dans l'échiquier politique français et savoir peser dans le système politique français, nous devons les préparer. Ça doit se préparer. Ce n'est pas des choses qui viennent au hasard. En travaillant sur la scolarité de nos enfants, sur l'orientation, sur tout ce qui est aspect post-scolaire, donc l'aspect universitaire. Je ne sais pas, Thierry, si tu as un dernier mot à dire par rapport à cette émission. Je te remercie bien de m'avoir convié, en tout cas. C'était intéressant de parler d'un sujet aussi important, à savoir l'orientation des élèves, parce que c'est l'orientation qui conditionne souvent l'accès aux études supérieures et ainsi même au monde professionnel. Mais ce que j'aimerais dire vraiment à toutes les personnes qui nous suivent, c'est de ne pas se limiter. Donc aujourd'hui, le savoir est disponible et accessible à toute personne. Il faut juste se donner de l'ambition, il faut juste avoir une vision, être déterminé et se dire que tout est possible. Voilà, il ne faut pas se renfermer par rapport à la situation présente. Il faut toujours se dire que le meilleur est à venir. Ceux qui ont réussi n'ont pas plus de demain que moi, n'ont pas plus d'un cerveau que moi. Et c'est possible. Voilà. Merci Thierry pour avoir répondu à notre invitation. Les derniers mots, en tout cas, en termes de conclusion, en guise de conclusion, je voulais dire, c'est pour paraphraser un ami qui a toujours dit qu'il y a une émergence actuelle. Actuellement, il y a une émergence d'une nouvelle classe moyenne de la diaspora. Mais cette nouvelle classe moyenne vient de l'Asie.
Vous le voyez un peu partout dans les entreprises, même dans l'entrepreneuriat. Vous allez voir, je ne vais pas citer des nationalités pour ne pas... Mais vous allez voir qu'il y a cette nouvelle classe moyenne des gens, des enfants ou même des adultes issus de l'immigration asiatique qui est en train d'émerger en France. Donc il faudrait que les Africains, nous puissions nous réveiller pour que nous puissions travailler de manière à ce que un jour nos enfants puissent aussi prendre les relais et essayer aussi de monter en créant une espèce de classe moyenne qui pourra un jour, n'est-ce pas, influencer dans d'autres aspects de la vie nationale en Europe ou en France, partout où nous retrouvons. Je voulais dire merci à M. James Lukezo qui a réalisé cette émission avec beaucoup de doigté. Vraiment, je lui dis merci. Sans lui, ça aurait été difficile de pouvoir concrétiser une émission aussi intéressante. Vraiment, merci James. Donc, je vous dis merci et à la prochaine.